Mesdames et messieurs, bonjour, merci de rester sur l'antenne. Bienvenue à Actu Hebdo de ce dimanche 13 mars 2022 qui reçoit un seul invité avec un seul sujet. Il s'agit de Monsieur Abderrahman Sissé. Il est le directeur général des collectivités territoriales. Collectivités territoriales, votre département de tutelle, c'est le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. C'est bien C'est cela. bien ça. Mais vous avez été créé en Deux, 2002. bien sûr. Mais avant, qu'est-ce qui était là? Alors, C'était pas la direction des collectivités territoriales. non. Voilà. Merci, Monsieur Djambélé. Je voudrais vraiment profiter de cette occasion d'abord pour remercier l'ORTM de nous avoir donné cette occasion de pouvoir échanger sur les sujets. C'est un sujet intéressant parce que de manière générale, on parle de la décentralisation et nous avons cette opportunité réellement de pouvoir euh, créer les conditions pour que ce processus soit mieux connu, mieux approprié par la population. Vous avez raison. Avant 2002, c'était la Direction nationale de l'intérieur, qui est une direction centrale D'accord. du ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Cette direction était chargée, cette division était chargée des collectivités territoriales parce que bien avant 2002, Oui. il y avait déjà des collectivités territoriales, telles que les communes urbaines, des chefs-lieux de région. Parce que les processus de décentralisation, on a l'habitude de les ramener seulement, à 2002. Oui. Bon, bien avant, il y a eu déjà la mission de décentralisation qui avait été créée pour élaborer les textes. Mais bien avant, depuis l'indépendance, et puis même bien avant l'indépendance, le Mali a connu des communes, avec les communes de moyen exercice, les communes de plein exercice et les communes mixtes. Alors, Maintenant, ériger cette division de la direction nationale de l'intérieur en direction euh, de l'administration général générale, des collectivités et territoriales. qu'est-ce que ça devait changer? L'objectif au départ, c'était quoi? Non, l'objectif c'était vraiment de créer les conditions pour accompagner la, la mise en œuvre de la politique nationale de Parce décentralisation. que l'ancienne formule avait déjà montré ses limites. Bon, pas monter ses limites, mais on voulait impulser cette dynamique-là en dotant les collectivités territoriales d'une direction qui va être chargée de l'élaboration des éléments de la politique nationale de décentralisation et du suivi de sa mise en œuvre. D'accord. Et qui devait créer aussi les conditions pour mieux accompagner les collectivités territoriales qui sont les cercles, les régions et les communes. D'accord. Donc, on est parti d'environ une vingtaine de communes à partir de 1999 où on a généralisé la création de communes et on est parti aux élections. Il était important de doter effectivement le pays et cette structure-là d'une structure d'ancrage qui devait les accompagner et qui devait continuer à élaborer la législation, à suivre la législation et à accompagner les efforts du gouvernement en termes de valorisation du processus de décentralisation. Et vous êtes justement dans cette logique avec cette actualité, avec 3 milliards, 400 millions de francs CFA, et une somme qui s'élèvera donc à financer 102 communes retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services locaux. Les membres des équipes en charge de l'évaluation des performances de ces communes étaient en formation de 3 jours ici à Bamako. C'était une formation à l'issue de laquelle les acteurs et membres de services techniques pourraient bien désormais mener à bien leur mission. On voit le reportage de Ousmane Diakité et puis Parfait. on revient dans le débat. En tenue du commandement, ils sont des préfets venus des CAI à Menaka pour renforcer leurs compétences en matière d'évaluation des performances des communes. L'activité rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déploiement des ressources de l'État pour l'amélioration des services. Le projet vise, en langage simple, à améliorer le transfert des ressources du gouvernement central vers les collectivités. Dans le cadre de la décentralisation, c'est un projet de transfert financier pour soutenir la décentralisation au Mali. Cette initiative de promotion du développement des communes à travers un mécanisme d'évaluation de leurs performances est une priorité pour le gouvernement de la transition. Nous sommes engagés à réussir notre processus de décentralisation qui doit se forger et s'enraciner dans une dynamique de mobilisation des ressources internes par la création de richesses et le financement de projets structurants. Pour atteindre cet objectif, nous devrons changer nos approches et nous inscrire dans la performance et la redevabilité. Cette quête de la rigueur nous impose une démarche participative
transparente et démocratique de gestion des affaires publiques afin d'apporter les réponses idoines aux préoccupations de nos populations. Ainsi, cette session de renforcement sur la politique nationale de décentralisation est une des priorités majeures du gouvernement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il exhorte ses évaluateurs à plus d'implication dans le processus. L'évaluation de performance est un processus de développement dont les collectivités territoriales participantes ont la responsabilité directe. Il en est de même pour vous, les évaluateurs. Et pour la réussir, je vous exhorte à impliquer davantage les différents acteurs dans le processus de réflexion, de négociation interne et de décision concertée. Le processus d'évaluation doit être perçu comme un outil d'émulation entre les communes concernées et de capitalisation des expériences réussies. Pour cette année, 3,4 milliards de francs CFA, c'est le montant qui servira à financer 102 communes. C'est pour cette raison que la tenue de cette session de reformation rassure les autorités et leurs partenaires pour l'appropriation de la dynamique et sa pérennité. Alors voilà, monsieur le directeur général des collectivités territoriales, je rappelle votre nom, monsieur Abdrahman Sissé. Un nouveau projet donc, financé par qui et sur quelle période? Bon, c'est un projet de 5 ans qui a démarré en 2021. Je veux dire que c'est d'abord un projet du gouvernement du Mali, parce que c'est le gouvernement du Mali qui a initié le projet, qui a créé les conditions aussi pour démarcher les partenaires techniques financiers tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la coopération suisse et la coopération néerlandaise, et qui ont accepté d'accompagner le gouvernement dans cette dynamique. C'est un prêt qui va être remboursé, donc je peux dire que c'est vraiment un financement du gouvernement du Mali avec l'envoûtement des partenaires que je viens de citer. D'accord. Alors, on va en parler dans les détails, mais déjà, 102 communes, il y a combien de citoyens qui sont impactés positivement par ce projet? Bon, vous savez, effectivement, quand on prenait les communes qui doivent être retenues sur le processus, dans le cadre du projet, je rappelle que nous avons 758 communes au Mali, disons 748 communes au Mali, et nous avons incité pour que le projet puisse avoir un impact le plus large que possible. Mais l'idée aussi, c'est d'éviter aussi de les rendre, de rendre éligibles toutes les communes, sinon on risque d'avoir des montants très faibles qui ne permettent pas réellement de pouvoir réaliser des infrastructures qui puissent profiter aux populations. Donc dans les choix des communes, c'était de prendre les communes donc on verra ce qui a motivé le choix. On avait une mais déjà, déjà, généralement et globalement, il y aura combien de Maliens qui seront... Après 5 millions de Maliens seront impactés par le projet en termes d'utilisation des infrastructures qui ont été réalisées. Parce que quand on réalise des infrastructures, ces infrastructures pourront être utilisées par la population de ces communes concernées. Donc quand vous mettez ensemble les populations des communes concernées, éligibles, nous sommes d'environ 5 millions d'habitants. Alors, 3,4 milliards de francs CFA. Vous avez dit que le projet va durer 5 ans. D'accord. Alors, monsieur le directeur général des collectivités territoriales, lorsque l'on parle de collectivités territoriales, l'on parle de quoi? Alors, quand on parle de collectivités territoriales, on parle d'entités publiques, qu'on appelle communément des collectivités territoriales, à qui l'État a reconnu des prérogatives en transférant une partie de ses attributions à ces entités, en espérant que ces entités sont plus proches des populations et que ces entités vont mettre en œuvre les missions que l'État les a dévolues. D'accord. Concrètement, nous avons au Mali 3 niveaux de collectivités territoriales. Je disais 748 communes, 52 cercles, mais vous avez aussi 10 régions. Vous avez aussi un district, une entité à partir du district de Bamako. Mais en fait, dans le principe, c'est vrai qu'il va y avoir une désarticulation entre le nombre de collectivités territoriales et le nombre de régions circonscriptions administratives. Parce qu'en disant tout ça, on va dire, mais attends, vous avez 19 régions au Mali. C'est vrai. Mais pour l'instant, parmi les 19 régions du Mali qui ont été créées en 2012, vous avez aujourd'hui 10 qui sont réellement créées en tant que collectivités territoriales. D'accord. Le processus suivra pour l'élection aussi, pour les régions aussi en collectivité. Donc pour l'instant, on va retenir qu'il y a 748 communes au Mali, dont 37 communes urbaines. Tout à fait. Nous avons 10 régions tout à fait. Et le district de Bamako. Alors, quand on parle donc de collectivité territoriale, on parle de découpage, non seulement territorial, mais également administratif. C'est bien cela? Bon, c'est presque disons, oui, on parle de découpage, mais plutôt
on parle plutôt de reconnaissance territoriale. D'accord. Comment organiser les territoires de manière à tenir compte des réalités socio-culturelles, socio-économiques, mais aussi le potentiel agroécologique pour permettre d'impulser le développement. En identifiant les communes, les cercles et les régions. Et à chaque niveau, on confie des prérogatives qui sont peut-être parfois différentes ou complémentaires de l'autre échelon, afin qu'on puisse assurer un développement harmonieux sur l'ensemble du territoire. Alors, si nous comprenons, nous sommes toujours dans le processus de la mise en œuvre effective de la décentralisation depuis maintenant un peu plus de des décennies quand même, et qui ne connaît toujours pas son épilogue. En tout cas, on ne le sent pas comme tel. Est-ce que vous pouvez nous donner plus ample détail? Bon, vous savez, c'est un processus, comme vous l'avez si bien dit, dans les conditions normales, il n'y a pas de fin, parce qu'un processus, on essaie toujours de l'améliorer. On crée toujours les conditions pour qu'elle soit plus performante. Oui, on peut dire, ben voilà, et voici les conditions. Lorsqu'elles sont réunies, on peut dire maintenant que c'est effectif. Maintenant, la mise en œuvre, le fonctionnement. Non, c'est effectif, hein, parce que depuis 1999 déjà, avec l'élection des conseillers communaux, des conseillers de cercle, des conseillers régionaux, on peut dire que les processus d'installation au Mali, il est effectif. D'accord. Ce qui reste maintenant, c'est que la mise en œuvre, il y a un effort d'amélioration de plus en plus et qu'il faut peut-être aller rechercher pour satisfaire aussi les besoins des populations et qui est normal parce qu'il y a ces besoins de créer les conditions pour que les populations soient satisfaites du processus qui est en place. Mais cela sous-entend qu'il y ait des efforts de formation, l'amélioration des ressources financières, la qualité aussi de la gestion, la redevabilité. C'est un ensemble, mais qui se construit. Et je crois qu'aujourd'hui, on peut se satisfaire de ce qui a été fait aujourd'hui comme effort par le gouvernement. D'accord. On peut vous auto-évaluer et vous donner une note alors? Non, ce n'est pas de l'auto-évaluation, mais je pense que nous sommes des techniciens. On parle de postulats. C'est que quand vous prenez aujourd'hui, je prends seulement un exemple très simple. D'accord. De 2016 à 2021, l'État a injecté, je vais dire, a transféré environ 176 milliards de francs CFA pour faire face aux investissements dans le cadre du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. 176 milliards de francs CFA sur quel... Sur 5 ans, de 2016 à 2021. 2016 à 2021. Mais dédié seulement à la prise en charge des investissements et des services sociaux de base. Et ces 176 milliards ont permis de réaliser 850 investissements qui sont ou bien des écoles, ou bien des centres de santé, ou des centres de santé de référence, ou des systèmes d'adduction d'eau, bref, ou des questions d'assainissement, ou bien des systèmes de drainage des eaux, ainsi pour améliorer les conditions de vie des populations. Et ça, c'est un fait. Et c'est un fait qui est réel quand même. D'accord. Alors, vous avez 748 communes. Et quel est le tableau que présente la péréquation? Comment vous faites maintenant la répartition des ressources transférées, ressources humaines, et ressources financières, et ressources techniques? C'est en fonction de quoi? Donc, la péréquation... La taille de la population? Bien sûr, il y a beaucoup d'éléments qui sont en compte. Vous avez ce qu'on appelle les critères de gouvernance. Parmi les critères de gouvernance, vous avez, de manière générale, la tenue des sessions, la tenue régulière des sessions. Vous avez les comptes administratifs. Vous avez les sessions de gestion publique. C'est ce qu'on appelle les critères de gouvernance qui permettent de s'assurer que la collectivité territoriale, elle existe réellement. Parce que si vous êtes une collectivité territoriale, une commune, pour exister, il faut avoir au minimum tenir les sessions régulièrement. Avoir aussi un compte administratif, avoir aussi un budget qui a été élaboré et adopté dans les conditions requises par la loi, et tenir aussi les sessions de gestion publique. Donc, il est possible de perdre son titre de commune? Non, pas de perdre de titre de commune, mais de perdre les financements que l'État vous accorde si vous ne respectez pas les critères minimums de gouvernance. Ça, c'est connu. Pas seulement dans le cadre de ce projet, mais je vais revenir au projet. Mais je vais dire que la performance, nous l'avons déjà, depuis la mise en place de l'Agence nationale d'investissement des collectivités territoriales, qu'on appelle ANECT, qui gère le Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. L'État a déjà mis ce qu'on appelle les critères de péréquation, qui doivent constituer les éléments pour répartir les ressources. En plus des critères de gouvernance, vous avez aussi les critères, les conditions d'accès aux services publics. Plus la commune est éloignée, moins la dotation, plus la dotation est importante, oui. Et plus la commune est proche des centres urbains, moins la dotation
est importante. Pourquoi? L'idée, c'était de créer les conditions pour que tous les services publics au Mali soient les mêmes sur l'ensemble du territoire. D'accord. Donc, en donnant plus de ressources aux communes les plus éloignées, l'État crée les conditions pour que ceux-ci, malgré leur éloignement, ils aient le même type de qualité de service que les communes qui sont les plus proches des centres urbains. C'est important, parce que si nous ne le faisons pas ainsi, les populations ont tendance à aller vers les centres urbains où les services sociaux de base sont les plus commodes. Alors, tout cela est mis en œuvre in fine pour que les collectivités puissent se prendre en charge totalement. C'est à toi, c'est l'objectif. Hein? Bien sûr. OK. Et ce qui n'est pas le cas. Ça veut dire qu'il faut qu'elles aient, ces communes, ces collectivités, et les compétences nécessaires pour mobiliser suffisamment, en tout cas les ressources nécessaires à leur développement harmonieux. Bien sûr. Ce qui n'est pas le cas. Bon, on ne peut pas dire que ce n'est pas le cas. Disons qu'il y a des efforts à faire encore. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des entités qui ont été mises en place 20 ans dans la vie d'un pays. Mais toutes ces communes sont encore sous perfusion. Non, pas du tout. Hein. Pas toutes les communes ne sont pas sous perfusion. Il y a des communes qui sont en fait, il y a des communes qui ont encore besoin de l'assistance de l'État. Mais il y a des communes aujourd'hui qui, par les efforts conjugués des organismes de collecteurs en question, parviennent à satisfaire au mieux qu'ils peuvent aux conditions de vie, en fait, aux services sociaux de base des populations. Hein. Okay. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais certains émergent du lot. Non, mais bien sûr, oui. beaucoup même, pas certains, beaucoup même. Hein. Beaucoup. En fait, je ne veux pas faire aujourd'hui une classification parce que ce serait, je risque de décourager ceux qui ont des difficultés aussi pour avancer, mais les difficultés, nous les connaissons. Mais ce que je veux dire, c'est que... Mais c'est bien de stimuler quand même l'esprit de compétence entre les communes. C'est ce que nous faisons avec les critères de péréquation et ce que nous faisons aussi à travers ce projet qui a été mis en place par le gouvernement pour stimuler, pour dire, vous pourrez avoir plus de ressources si vous gérez mieux le peu qu'on vous donne déjà. D'accord. Et c'est ça l'intérêt de ce projet en question. D'accord. Et c'est ça aussi l'intérêt de former les personnes de l'État que vous avez vu tout de suite, parce que c'est eux qui sont sur le territoire, c'est eux qui apportent l'appui conseil, c'est eux qui apportent aussi, qui contrôlent le collectorat aussi, afin qu'ils assurent cette stimulation et qui créent les conditions pour que le collectorat puisse capitaliser les erreurs qui arrivent, mais aussi mieux capitaliser aussi les réussites et mieux assurer les missions qui leur sont dévolues. D'accord. Mais je veux dire que la question que vous avez posée, je vais revenir dessus très rapidement. Oui. C'est la question des ressources. Vous avez les ressources que l'État donne. Vous avez les subventions de l'État. Oui. Dans ces subventions, il y a ce qu'on appelle les ressources conditionnées, qui sont liées à des transferts de compétences qui étaient exercés par l'État, que l'État maintenant transfère au collectoral, et pour lesquels l'État met les ressources publiques que l'État avait à l'exposition du collectoral pour qu'ils assurent la mission, telle que l'enseignement, telle que la santé et d'autres domaines. D'accord. Donc quand on prenait l'ensemble, aujourd'hui une bonne partie des fonctionnaires de l'enseignement, qu'on appelle les fonctionnaires des collectorales, ce sont des enseignants recrutés pour les comptes des collectorales, mais dont la mission a été assurée par l'État, et l'État a transféré aujourd'hui les salaires et qui sont gérés par les collectorales. Mais en plus de ces transferts, il y a ce qu'on appelle les transferts non conditionnés. Je disais, c'était les fonds nationaux d'appui collectoral, les fonds de développement durable et l'ensemble des projets que l'État met en place pour accompagner les collecteurs. Mais en plus de ces ressources-là que l'État accorde, il y a aussi bien sûr les taxes, ce qu'on appelle les ressources propres. Ah, justement, les ressources propres, c'est là que ça pose problème. La mobilisation de ces ressources propres, ça cause des problèmes. Qu'est-ce que vous faites si ça ne marche pas? Peut-être quelque part aussi, les populations n'ont pas entièrement confiance aux élus. C'est bien cela. En tout cas, qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient toujours pas à mobiliser à hauteur de souhait ces ressources financières locales? Et qu'est-ce que vous faites pour mettre en phase les deux acteurs, la population et les élus? Mais je vais dire que ce n'est pas que les populations n'ont pas confiance, mais disons qu'à un moment donné, la confiance s'érode. Parce qu'effectivement, ils sont élus. À partir de l'élection, on peut estimer qu'ils ont été choisis par la population. Maintenant, comment les élus assurent leur mission pour garder les contacts avec les populations, rendre compte aux populations de la gestion qu'ils font des ressources publiques? Oui, nous avons entendu parler souvent que c'est cette question de redevabilité qui manque. Bien sûr. Justement. Mais même la redevabilité, vous savez, les textes sont clairs aujourd'hui. Dans les processus budgétaires des collectivités, tout est fait pour que les populations, les citoyens, soient suffisamment informés de ce que les maires
pose comme action pour le compte de la collectivité territoriale. Maintenant, il y a peut-être la manière de faire qui crée parfois une certaine incompréhension et qui amène souvent peut-être les populations à ne pas suffisamment comprendre les efforts qui sont faits par les Alors, quelle est la démarche vertueuse que vous avez mise en place de l'information des populations, de la collecte des ressources, paiement, je veux parler des paiement des impôts et taxes, à la réalisation jusqu'au compte rendu? Est-ce que ça se passe comme cela? Bon, disons que je ne veux pas peut-être généraliser un peu. Parce que si je mets mon argent, vous avez dit au départ, est-ce que les populations sont impliquées au départ? Dit, bon, voici pour cette année, pour cette période bien déterminée, les actions que nous comptons mener, et voici le budget nécessaire pour cela. Et à la fin, est-ce qu'il y a... Non, dans de bonnes conditions, si vraiment les acteurs publics, je veux dire les élus, respectent les textes, normalement, les populations doivent être informées. Parce que quand on prend les processus budgétaires, au démarrage, vous avez ce que vous appelez le débat public. Mais avant le débat public, il y a ce qu'on appelle les constitutions villageoises, qui obligent les maires à aller vers les populations dans les villages, les quartiers, pour aller les informer de ce qu'ils entendent poser comme acte réalisé au cours de l'année N. Ça, c'est avant l'adoption du budget. Après, les constitutions villageoises, ils font ce qu'ils appellent un avant-projet de budget, qui est purement technique. C'est la base des rôles, je veux dire, c'est les perspectives de collecte des recettes et les dépenses que cela peut couvrir. Donc, ils font ce qu'ils appellent un avant-projet de budget. Cet avant-projet de budget doit faire l'objet de débats publics. Ce débat public doit être ouvert dans un lieu qui puisse être accessible au maximum de populations. Sinon, se déplacer pour les faire par quartier, pour présenter aux populations, voici les budgets que je compte cette année réaliser, voici les recettes que nous comptons recouvrer, et demander alors l'accompagnement des populations pour pouvoir payer les impôts et taxes. Et si les populations payent les impôts et les taxes, vous élaborez les budgets, vous exécutez les budgets, mais avant, les budgets adoptés, bien sûr par le conseil communal, mais à la fin de votre exercice, vous avez aussi le devoir de faire ce qu'on appelle la session de restitution publique. Pour présenter votre compte administratif, votre compte de gestion à la population, pour dire, nous avons fait un projet de budget, nous avons élaboré le budget, nous avons adopté le budget, nous avons exécuté le budget, et voici les rubriques que nous avons, voici les activités que nous avons réalisées pendant l'année, et voici l'utilisation qui a été faite, et voici ce qui a pu être fait comme résultat. À ce moment, les responsables de la société civile doivent jouer un grand rôle. Pour être présents, pour écouter, pour voir, apprécier et aussi aller informer aussi. Parce que je suis convaincu que l'ensemble de la population ne pourrait pas être présente à ces centres de gestion publique. Mais les acteurs publics, les autres acteurs de la société civile qui participent doivent pouvoir aussi jouer ce rôle de sensibilisation, d'information, mais aussi de formation aussi de la population. Parce que c'est continu. C'est un processus qui est perpétuel, de va-et-vient entre l'effort de transparence, l'effort de développement, mais aussi un bon relais. D'accord. Alors, il s'agit de booster les compétences générales des collectivités. Est-ce qu'il y a de nouveaux mécanismes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a de nouveaux systèmes, de nouvelles stratégies, et puis même de nouvelles taxes qui émergent? Bon, de manière générale, aujourd'hui, vous savez, les taxes sont fixées par la loi. Les élus sont aussi encadrés dans des textes. C'est l'État qui fixe l'impôt et les taxes. Maintenant, l'État donne des fourchettes. Et dans ces fourchettes-là, les maires pourraient prendre ou les minima ou les maxima. Mais bref, c'est quand même encadré. Oui, vous êtes le technicien en la matière. Je vais donner par exemple cet exemple. Est-ce que un transporteur doit payer par exemple une taxe de traversée à une commune? Ah, bien sûr, ça c'est déjà prévu. Mais est-ce que les populations le savent? Bon, les populations le savent parce que les taxes de traversée sont perçues au niveau des postes de sortie des différentes villes. D'accord. C'est perçu, c'est reversé à la commune et la commune doit pouvoir le comptabiliser. Ça doit être reversé à la commune. Oui, c'est complètement. Mais nous avons mené des petites enquêtes, on a dit que les communes ne les perçoivent pas normalement. Bon, est-ce que c'est des ça dépend. Non, je pense ça n'est pas le cas. Je pense que dans toutes les villes aujourd'hui, que ce soit les taxes de traversée, c'est vraiment payé. Si ce point, il n'y a vraiment pas de problème. Peut-être que le montant n'est pas
ce que peut-être les communes auraient souhaité, mais il y a aussi un équilibre à avoir. Parce que si vous montez aussi les montants de la taxe de traversée, vous pouvez aussi influencer sur le coût des marchandises que les transporteurs transportent aussi. Donc il y a un jeu d'équilibre à trouver qu'il faut il faut maintenir, éviter aussi que en voulant augmenter ces montants, que cela ne crée aussi d'autres difficultés. Voilà un peu. Sinon, il y a des taxes qui sont peut-être où on a des difficultés de perception. C'est surtout la TDRL. C'est là qu'il y a vraiment des vrais problèmes. Ou parfois les taxes des marchés. Et ça, c'est des choses qui sont difficiles à percevoir parce que c'est une taxe où vous devez partir demander à la personne. C'est difficile que les gens, vous voyez, que les gens viennent à la mairie pour payer leur TDRL. C'est pas forcément... habituellement, c'est plutôt les gens communaux, les gens des impôts ou des trésors qui se déplacent en envoyant les convocations, en attirant l'attention des imposables pour qu'ils viennent payer. Bon, ça, c'est des types d'impôts qui sont difficiles. Ce qui est facile. Mais ça, c'est une vieille pratique dans notre pays. Ça ne doit pas causer des problèmes. Moi, je pense que mieux gérer une situation, c'est de s'adapter à l'environnement. Vous savez que les taxes sont mieux payées dans les villages que les centres urbains. Aujourd'hui, quand on prend la TDRL, vous avez des villages où, en fin d'année, ils collectent l'air TDRL, les chefs de village, ils l'amènent chez les maires. Je veux dire, à la perception. Ils payent. Mais malgré tout, c'est là vous parlez de dématérialisation. Ça ne va pas être efficace à ce niveau. Bon, parce qu'il faut être en phase quand même avec les réalités. C'est possible, mais peut-être que la dématérialisation, on peut l'envisager dans les centres urbains. Je crois que c'est déjà en cours. On est en train de mettre en place aujourd'hui ce qu'on appelle... Mais ça ne sera pas pour ça la vendeuse de condiments au marché. Non, pas forcément. Voilà. Non, pas forcément. On va peut-être poursuivre en fait, l'effort aussi de transparence pour créer les conditions pour que les gens de recouvrement aussi puissent faire leur travail dans les conditions les meilleures. Mais on peut envisager aussi des paiements monétaires par Orange Money ou par d'autres moyens de paiement qui évitent que l'agent qui collecte soit en contact direct avec l'argent. Ça, c'est une réalité. Mais, je dis seulement une fois de plus encore, les centres urbains sont plus difficiles en termes de gestion et de collecte des impôts et taxes que les communes rurales. C'est ce qui explique un peu notre retard par rapport aux autres pays de la CEDEAO en matière de mobilisation des ressources financières publiques. Bon, c'est possible, parce que... Il y a un taux commun qu'on n'a pas atteint. Oui, c'est vrai qu'il y a un taux commun qu'on n'a pas atteint, mais ce n'est pas la même réalité. Peut-être qu'à d'autres niveaux, nous avons aussi nous sommes plus performants aussi que peut-être ces autres pays aussi. C'est vrai que c'est cet aspect-là, mais il y a d'autres domaines où nos performances encore ne sont pas aussi à comparer. Mais pourtant, vous avez des partenaires qui amènent des nouvelles techniques, qui s'adaptent évidemment à ce qui existe déjà pour booster. Oui, il y a des expériences qui sont en cours. Il y a des expériences qui sont en cours. Aujourd'hui, même en commune, je crois qu'en commune 5, ils sont en train de tenter une expérience aujourd'hui de dématérialisation de la gestion et de la collecte des impôts et taxes et qui est en train de donner un très bon fruit dans le cadre des partenariats publics-privés. Ce sont des initiatives qui sont en cours, mais qui ne peuvent pas être généralisées par l'État tant qu'on n'a pas pris les mesures pour pouvoir tester, nous assurer que c'est conforme à la loi et que ça ne crée pas aussi des stations conflictuelles, encore moins des stations aussi qui constituent des entorses aux libertés et aux autres principes. C'est des initiatives qui peuvent être développées par les communes, mais quand ça prend une certaine proportion et qu'on se rend compte que c'est crédible et que c'est fiable, alors en rapport avec le ministère des Économies et des Finances, le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation met en place un mécanisme d'échange. Et quand l'échange a abouti ici là-bas d'une évaluation, on peut peut-être envisager à les généraliser. Mais rien n'interdit aujourd'hui que les communes même mettent en place ces mécanismes. C'est vraiment à leur disposition, c'est possible. Je crois que d'autres communes l'ont fait, tel que je disais la commune 5, je crois que Ségou est en train de faire, Pelengana. Bon, je ne veux pas trop citer parce que si je cite, juste d'oublier. Oui, absolument. Il y a quelques communes quand même qui ont donné des résultats probants et surtout dans le cadre de votre partenaire dans le projet PAME-FIP, là, tout à fait, qui englobe un peu tout. Bien sûr. Mais avant, il y a aussi le PACOM. Vous savez, avant qu'on arrive à ce projet-là aujourd'hui, on est parti de l'espérance du PACOM, le projet d'appui aux communes urbaines, et qui a permis réellement aux communes, à certaines communes, d'améliorer de manière substantielle les cadres de vie. Prenons Ségou aujourd'hui. Quand on prend la ville de Ségou, beaucoup d'infrastructures routières de la ville de Ségou ont été réalisées par la commune à travers le PACOM. Mais on a l'impression que ce projet a perdu sa verve. Pourquoi?
Non, le PACOM est clôturé, c'est arrivé à son terme. C'était un projet de 5 ans qui a été exécuté dans les conditions que nous connaissons, dans les bonnes conditions, et qui a permis d'élargir la base aujourd'hui de 14 communes. Le PACOM, on est aujourd'hui à 102 communes. Et pourquoi on a laissé tomber ce cheval qui gagnait? Non, parce que ce cheval qui gagnait était basé sur une convention de 13 communes, de 14 communes. L'État a estimé bon que l'expérience a été une bonne expérience concluante et qu'il faut l'élargir à plus de communes. Et c'est ça qu'on est venu maintenant au PDRS avec le centre des communes. D'accord. Voilà. Alors, nous revenons à notre factuel maintenant. Vous avez organisé une session de formation. Hein? Bien sûr. C'était ça, 3 jours. 3 jours. Et qui était invité là? Ceux qui étaient invités, c'était les préfets, les DRPCAP, directeur régional du plan et de la statistique des régions et l'équipe nationale d'évaluation. Parce que nous avons mis en place un mécanisme à 2 niveaux. Un niveau national qui est constitué des cadres de la direction générale des collectivités territoriales de manière pédagogique qui va commencer à faire l'évaluation des communes urbaines et qui puisse inspirer les équipes régionales qui sont constituées des préfets et des DRPCAP. Donc ce sont ces équipes nationales et régionales que nous avons réunies ici pendant 3 jours parce que nous nous sommes dit, avant d'aller faire l'évaluation de performance, il était bon que nous puissions ensemble, nous-mêmes, évaluateurs, nous assurer que nous avons une compréhension partagée du sujet de notre de l'évaluation. D'accord, c'était une rencontre entre évaluateurs et de mise à niveau. Et qu'on parle le même langage. Bien sûr. D'accord. Alors, on va rappeler 748 communes, dont 37 communes urbaines, 19 régions. On va retenir les 10 régions. Les 10 régions collectives. Et puis le district de Bamako. Mais voilà, on va prendre 102 communes. On va y injecter 3 milliards 400 millions de francs CFA par an. Ah, c'est par an? Non, c'est par sur 5 ans? C'est sur 5 ans. Tous les ans, c'est 3 milliards 400 millions de francs CFA. La première année, oui, bien sûr. Tous les ans. Donc, la somme globale, c'est énorme. C'est énorme, c'est important. Okay. C'est vraiment important. OK. Mais ce n'est pas... C'est énorme, mais ça ne peut pas prendre en charge l'ensemble des besoins de ces communes concernées. Mais ça peut les stimuler pour qu'ils puissent faire face quand même à des besoins urgents aujourd'hui. 748 communes, vous en avez choisi 102. 102, oui. Et vous avez effleuré un peu le sujet. Mais pourquoi les critères de sélection de ces communes? On va revenir maintenant amplement là-dessus. Non, d'accord. Non, en fait, en son temps, comme je le disais, qu'on est parti du PACOM qui était 14 communes. On devait élargir la base avec les ressources que nous avons. Mais on est parti pour dire, en rapport avec le ministère des Finances et bien sûr l'unité de coordination des projets et la Banque mondiale qui était les leaders sur le projet, c'est de dire qu'il faut peut-être que nous évitons aussi d'émietter aussi les appuis, de créer les conditions pour que les projets vraiment à la fin puissent avoir un impact. Parce que ça ne sert à rien de prendre des projets, de mettre en œuvre et à la fin qu'on ne sait même pas où est-ce que les ressources du projet sont parties. Et là, parfois, c'est dû au fait qu'il y a un émiettement des ressources. C'est vrai qu'il faut grouper l'appui de manière à ce que ça puisse être conséquent, mais il ne faut pas aussi qu'on crée aussi une grande distorsion. Donc on est parti des critères justes. La base, ce sont les communes, les anciennes communes urbaines du PACOM. D'accord. En se disant qu'on va choisir, on garde ces noyaux et on va élargir les communes qui gravitent autour de ces anciennes communes. Mais de manière à ce que, à la fin, les populations impactées puissent être au moins dans une proportion raisonnable de moins 5 millions d'habitants. Et c'est ce que nous avons fait. D'accord. Voilà. Donc, mais ça concerne toutes les régions du Mali. Toutes les régions du Mali ont au moins 1, 2 ou 3 communes. C'est de 7 communes à la région de Caille à 2 communes à la région de Taoudéni. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, on va prendre 102 communes et on y va avec? Non, c'est les 102 communes qui ont été identifiées. L'idée étant que si on prend chaque 5 ans, on risque de ne pas atteindre ce qui est recherché. L'idée, c'est qu'on prend les 102 communes, on crée la simulation avec la performance, mais on les accompagne, on les appuie, on les forme, pour qu'à la fin des 5 ans, ils aient atteint un niveau où ils n'auront pas besoin encore d'accompagnement encore. Alors, et les autres, c'est de la ségrégation positive? Non, les autres aussi bénéficient d'autres ressources de l'État. Je disais qu'il y a les fonds nationaux d'appui au collectivité territoriale. Et ces fonds nationaux d'appui au collectivité territoriale, l'État y injecte chaque année au minimum 25 milliards. Cette année, c'est 25 milliards que l'État a mis dedans. Les fonds nationaux d'appui au collectivité territoriale, qui est réparti entre les 817
collectivité territoriale, commune, région, cercle. C'est la base des éléments de péréquation que je vais dire tout de suite, notamment la péréquation gouvernance, population et autres là. Donc, mais les 3 milliards, c'est juste un complément qu'on apporte à ces 102 communes-là. D'accord. Mais ça ne remet pas en cause l'appui qui est apporté aux autres communes. Mais, à terme, c'est un projet. Nous allons nous investir pour réussir le projet. Et à la fin, certainement que le gouvernement prendra les mesures encore pour chercher, pour nous investir dans une deuxième génération. Et dans cette deuxième génération, elle peut être étendue à d'autres communes. Ok. Alors, on a vu dans le cadre de la décentralisation ce transfert des compétences, des ressources de l'État aux collectivités. Alors, les différentes collectivités qui vont s'ériger en tête de proue, quel est le mécanisme qu'il y a entre elles? Est-ce qu'une autre commune peut aider une autre, l'accompagner? Quel est le mécanisme qui est mis en place entre les différentes communes? Non, vous savez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'intercollectivité, qui permet aujourd'hui à des communes qui ont un intérêt commun, qui ont peut-être des difficultés communes, qui ont des enjeux communs, de pouvoir se mettre ensemble dans ce qu'on appelle une intercollectivité. D'ailleurs, actuellement, le district de Bamako a pris le leadership de mettre en place ce qu'on appelle le Grand Bamako, qui se trouve être le district de Bamako et l'ensemble des communes qui gravitent autour du district de Bamako. En se disant que Bamako a des investissements, mais ces investissements sont utilisés à travers les populations de ces communes, pas seulement par les habitants de Bamako, mais beaucoup d'autres habitants des autres communes. Et ils en bénéficient. Voilà, qui en bénéficient. Donc, ils ont mis en place une intercollectivité qu'on appelle les Grands Bamako. L'idée, c'est de dire, nous avons les mêmes problèmes, comment nous allons faire en sorte que nous puissions résoudre les difficultés ensemble. Des difficultés d'accès, des problèmes de santé, les problèmes d'éducation, les problèmes d'assainissement, et d'autres problèmes qu'ils peuvent avoir ensemble. Mais depuis 10 ans qu'on parle de ce projet, il a du mal à décoller d'ailleurs, et ça piétine quelque part sur tous les aspects que vous venez d'évoquer. Et Bamako a une force centripède, tout le monde vient et puis tout le monde répare les soirs, et ça a augmenté les problèmes, on ne paie pas de taxes, la mobilité urbaine. Et c'est le parcours du combattant. Et l'insalubrité, Bamako ploie sous le poids des ordures. Et la liste est longue. Bon, le sujet est un sujet d'actualité que nous constatons tous. Oui. Et que nous regrettons tous comme condition de vie dans la capitale. Le gouvernement fait de grands efforts aujourd'hui à travers l'émission de la zone territoriale et la décentralisation. Alors qui ne joue pas efficacement sa partition? Les populations? Bon, je ne peux pas à ce stade me prononcer sur le sujet parce que je ne suis pas un élu. Je pense que serait mieux que... Vous êtes le partenaire des élus. On trouve l'occasion d'inviter le maire de Bamako ici, peut-être pour lui poser ces questions. Parce que certainement, il aurait les meilleures réponses à apporter. Mais ce dont je suis convaincu... On peut souvent lui donner des idées. Hein? Non, si, nous le faisons. Mais ce dont je suis convaincu, le ministère de la Zone et de la Transition fait de gros efforts aujourd'hui d'accompagnement à travers le ministère des Finances, mais aussi à travers le ministère de l'Environnement, pour accompagner les districts de Bamako en vue d'améliorer les conditions de vie des populations, parce que c'est un problème crucial, c'est un problème qui préoccupe les plus hautes autorités, et c'est un problème pour lequel ils s'investissent au jour le jour pour que nous puissions résoudre. Mais c'est un problème qui s'est accumulé des années, et nous sommes en train de gérer les conséquences d'une accumulation de beaucoup d'années. De longues années. Et c'est très difficile à on va les raboter peu à peu. Peu à peu. D'accord. Alors, on va dire que vous êtes le maestro de cette... bon, le technicien. Ah ben, nous sommes les techniciens des élus. Justement, les techniciens, c'est comme les managers en général. Les managers généraux, c'est les ministres. D'accord. Bon, vous êtes le bras armé du manager général. Ça je confirme. Ok, d'accord. Alors, avec quel regard voyez-vous aujourd'hui l'évolution des communes au Mali? Bon, je pense sincèrement en tant que technicien, parce que quand nous devons le dire, il faut toujours partir d'une situation pour pouvoir apprécier l'évolution. C'est vrai que en l'état actuel, il y a beaucoup de récriminations à l'attention des communes, mais je pense que si on doit apprécier globalement la politique et les efforts qui ont été faits par le gouvernement, ça a été une très bonne politique. Parce que déjà, ça a permis au moins de créer les conditions d'une meilleure appropriation des populations, d'une meilleure participation des populations à la gestion des affaires
publique. Ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des populations qui élisent les maires, qui élisent les conseils de cercle, qui élisent les conseils régionaux. Et ce n'est pas l'État qui devient le seul acteur de développement. Parce qu'avant, on a tendance à dire l'État ne fait rien. Mais aujourd'hui, l'État a mis en place d'autres acteurs. Et à la tête de ces acteurs, il a mis des organes exécutifs de collectivités qui sont des représentants des populations à qui l'État donne les conditions dans la mesure de ses possibilités pour pouvoir assurer leur fonctionnement. Et donc, nous apprécions ensemble l'effort commun et de l'État et des populations pour pouvoir écheminer. Ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas récriminer seulement l'État pour dire non, l'État n'a pas pris les bonnes options. L'État a mis en place un mécanisme qui aurait pu être un très bon mécanisme, mais dans la pratique, il y a des difficultés. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des difficultés aussi qu'il faut jeter Alors, si on vous comprend très bien, l'État est irréprochable. Alors, ils ont joué leur partition. La balle est dans le camp des populations. Que doivent-elles faire? Non, Quel comportement? Moi, je vois que les élus surtout. Les élus sortent des populations. Sont des populations. Mais au moins, c'est quand même des personnalités publiques. Les populations ont le pouvoir des sanctions. Des sanctions, bien sûr, Voilà. à travers le vote. Voilà. À travers les votes, mais aussi le contrôle aussi. Oui. Parce que vous pouvez aller dans une commune, exiger de la commune qui vous mette à disposition les informations dont vous avez besoin pour apprécier ce qu'ils est en train de faire comme travail. Ça, c'est notre mission aussi. Les sessions du conseil communal aussi sont des sessions aussi publiques, où les populations ont le libre accès aux sessions publiques pour pouvoir écouter ce qui est discuté par les élus en leur nom. Ça, c'est important aussi. Bon, peut-être qu'il y a un effort aujourd'hui de sensibilisation, peut-être de communication. Et c'est pour ça que moi, j'ai beaucoup apprécié que nous ayons eu l'occasion de venir peut-être discuter de ces sujets-là. Vous pouvez revenir à l'ORTM. Ah, mais ce serait une bonne chose quand même. Absolument. Parce que sincèrement, c'est une bonne opportunité pour que vous avez ORTM 1, vous avez ORTM 2, vous avez la radio nationale. Non, nous allons revenir. Non, sincèrement, nous allons revenir parce que nous apprécions cette mettre en ligne. Absolument, vous avez des plages en Bamanakan et tout. Tout à fait. Non, même en Dogon. Hein. Ah ben, voilà. Ah bon. Non, sincèrement, nous allons revenir. C'est une bonne opportunité parce que c'est ce qui peut-être a manqué en termes de dynamique aujourd'hui de communication pour amener la population à approprier la politique, à créer les conditions aussi pour exiger des autorités qui eux-mêmes ils ont désigné une meilleure gouvernance, pour ne pas dire une gouvernance vertueuse. Et cet effort-là, nous allons le poursuivre, peut-être comme vous l'avez si bien dit, avec cette opportunité qui nous a été donnée. D'accord. Alors, la rencontre de cette semaine, 3 jours pour vous concerter, partager les expériences, les connaissances pour un bon départ. Et l'étape prochaine, évaluation, c'est quand? L'étape prochaine, l'évaluation, parce qu'il faut voir ce que ça a donné comme résultat. Non, on a déjà fait, vous savez, l'année dernière, déjà, on a fait une première évaluation l'année dernière. Et si la base de l'évaluation de l'année dernière, sur le 102 communes, c'est 47 communes qui avaient été retenues. Et les ressources, là, les 3 milliards ont été réparties entre ces 87 communes. C'est peut-être un appel pour les communes qui n'ont pas pu être éligibles l'année dernière. Parce que l'idée, ce n'est pas de priver les communes de ces ressources-là. Mais l'idée, c'est vraiment de créer les conditions pour qu'elles puissent mobiliser ces ressources. Et d'ailleurs, nous-mêmes, les évaluateurs, la qualité de notre coaching, de notre accompagnement, se mesure non pas au nombre de communes qui aient été retoquées, mais plutôt au nombre de communes qui auraient pu atteindre les indicateurs. Parce qu'en plus de l'évaluation, nous avons aussi la mission d'accompagnement, d'aider à corriger les insuffisances pour qu'ils puissent être au niveau, au top qu'on aurait souhaité. Donc c'est un appel pour les communes concernées qui n'ont pas été retenues l'année dernière, de créer les conditions pour qu'ils puissent satisfaire ces critères afin de pouvoir mobiliser ces ressources et pour pouvoir apporter des services de qualité aux populations. Ça, vraiment, c'est important. Alors, si on prend par exemple la Direction générale des collectivités territoriales, par rapport aux 748 communes, est-ce qu'on va dire une petite structure pour gérer ces gros machins ou bien ce gros machin pour gérer les... On ne sait pas dans quelle position. C'est-à-dire, est-ce que comment êtes-vous organisé en termes de finances, en termes de ressources humaines, pour gérer 748 communes? En tout cas, pour être le répondant des 748 communes. Bon. C'est une œuvre gigantesque. On est bien d'accord. Mais comment vous le faites? L'État est structuré de manière facile. Hein. Vous avez la direction nationale qui est au niveau de Bamako, dont l'ancrage est le ministère de l'Administration territoriale et la décentralisation. Mais la direction générale est représentée au niveau régional par le gouverneur des régions. D'accord. Il est représenté au niveau cercle par
les préfets et il est présenté au niveau arrondissement par les chefs d'arrondissement. Et en plus, dans le partage dans la répartition des rôles, ce sont les préfets et les gouverneurs des régions qui sont les autorités de contrôle de la légalité des collectivités territoriales. Donc c'est eux qui, nous, notre rôle, c'est l'élaboration de la politique, l'élaboration des textes, disons, propositions au gouvernement des textes concernés qui peuvent améliorer, qui puissent créer les conditions d'une meilleure gouvernance transparente et vertueuse, mais l'application, ceux qui veillent à l'application, ce sont effectivement les préfets. Mais vous n'avez pas de retour sur la manière dont c'est appliqué? Si, nous avons des retours parce que nous avons des rapports. Nous faisons aussi la collecte aussi de données. Et nous-mêmes, nous élaborons depuis maintenant 2 ans, 3 ans, disons, ce qu'on appelle un rapport sur l'état des lieux de la décentralisation. Peut-être qu'on aura l'occasion, si c'est possible, de passer en revue cet état des lieux, qui est un rapport diagnostique vraiment de manière transparente de l'état actuel de la décentralisation. Ce qui a pu marcher pour l'année par an. On le fait par an. Donc les rapports de cette année, c'est les rapports de 2020, parce que ça nous a permis d'avoir toutes les données, de collecter toutes les informations dont on a besoin sur la gestion financière, la gestion matérielle, l'état de la législation, le fonctionnement des collectivités territoriales. Et on fait ce diagnostic-là qu'on restitue aux communes pour dire, bon, voici aujourd'hui la photographie de la situation actuelle de ce que nous avons comme mission en termes de gestion des collectivités territoriales et qui nous permet de corriger et d'améliorer les actions qui sont initiées ou bien les textes ou d'apporter le meilleur appui là où l'appui est recherché ou l'appui est... C'est bon à savoir. De toute façon, vous avez des plages ici à l'ORTEM, on vous le répète pour cela. Vous avez qu'à contacter la direction générale. Nous avons même une section débat pour ça. Parfait. Et vous serez les bienvenus. Alors, actualité, est-ce que la situation générale du pays vous empêche un peu d'évoluer de façon harmonieuse et dans votre progression, dans vos démarches? Est-ce qu'il y a des blocages? Bon, on est d'accord que le contexte général du pays, que personne n'ignore, est une situation qui affecte surtout avec les sanctions qui ont été imposées au Mali par les pays voisins. Cela peut avoir un impact forcément en termes de fonctionnalité des entités, parce qu'il y a quand même des échanges. Et c'est de ces échanges aussi que les communes aussi tirent les bénéfices des taxes et impôts pour pouvoir accompagner et mettre en œuvre les missions. Mais il y a aussi le fait que certains partenaires aussi, dans le contexte actuel, ont été parfois amenés peut-être à suspendre leurs actions. Ça vous a ralenti un peu, mais ça ne vous a pas bloqué? Non, ça ne nous bloque pas, parce que comme je disais, quand on prend le financement de la décentralisation, parfois les gens pensent que c'est plutôt un financement extérieur, mais je disais, c'est 61% des financements de l'État. Les partenaires techniques financiers, leur contribution, c'est dans l'ordre de 39%. Donc, à 61% environ et plus, les processus de décentralisation, les investissements de collectivités sont financés par l'État. C'est vrai ou vous nous tranquillisez, vous nous apaisez? Non, c'est une vérité. D'accord. C'est une vérité qui est justifiable, qui est soutenable et qui est claire. Ça, il n'y a pas de... Je peux vous apporter la preuve. Ah ben, très bien. Et la preuve, c'est que cette année, on n'a pas été affecté. L'État a mis les ressources. Comme je disais, c'est après 400 milliards de francs CFA que l'État injecte, y compris cette année aussi. Mais c'est connu. Il y a nonobstant la crise, il y a des fluctuations qui peuvent aller à la hausse ou à la basse en fonction du contexte général. Mais je crois que de manière générale, il n'y aura pas de difficulté particulière. Alors, en une phrase, si quelqu'un veut être un vrai bâtisseur, il faut payer ses taxes et impôts. C'est important. Voilà. Et après, exiger de la commune la bonne utilisation de ses ressources. D'accord. Alors, le temps imparti est terminé. Merci bien. On peut se donner au revoir et pour se retrouver très bientôt sur notre plateau de ORTM. Je le souhaite vraiment. Franchement, vous êtes toujours les bienvenus. Non, ça fait plaisir de... L'ORTM pour le Mali, chacun compte. C'est vrai, c'est vrai. Ok. Nous avons la preuve aujourd'hui. Vraiment, je voudrais profiter pour remercier l'ensemble des auditeurs de l'ORTM, mais aussi l'équipe de l'ORTM et vous-même, M. Diombele, pour la qualité de cet entretien. Et j'avoue sincèrement que j'ai été agréablement surpris par surtout l'intérêt que vous avez pour la décentralisation. C'est nous qui vous remercions, M. Abdrahman Sissé, directeur général des collectivités territoriales. À vous également, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et merci de rester sur l'ORTM pour suivre tout à l'heure le journal de 13h. Excellent après-midi dominical. Prochain rendez-vous avec Actu Hebdo, dimanche prochain, Inch'Allah, canal 12-13.